Je m'appelle Marguerite Moreau. J'ai 72 ans et pendant 45 ans, j'ai construit aux côtés de mon défunt mari, Henri, un empire viticole qui vaut aujourd'hui 8 millions d'euros. Notre propriété à Bordeaux n'est pas seulement une entreprise. C'est l'héritage de toute une vie dédiée à la perfection des vins français. Après le décès d'Henri il y a 3 ans, j'ai assumé seule la responsabilité de maintenir vivante notre tradition familiale. Mon fils Pierre, qui aurait dû être mon successeur naturel, a toujours montré plus d'intérêt pour les plaisirs de la vie parisienne que pour les vignobles qui ont nourri notre famille pendant des décennies. Quand il a épousé Céline, une jeune femme ambitieuse de Lyon, j'ai sincèrement cru qu'elle pourrait apporter une nouvelle énergie à notre entreprise. Comme je me suis profondément trompée sur ses véritables intentions dès le premier jour où elle a posé le pied sur notre propriété. Céline est arrivée dans notre famille avec un sourire charmant et des mots doux. Mais ses yeux ont toujours révélé une faim que j'ai appris à reconnaître avec le temps. Pendant les dîners de famille, autour de notre table en chêne centenaire, elle posait des questions apparemment innocentes sur nos finances, sur les contrats avec les distributeurs internationaux, sur les investissements qu'Henri avait réalisés au fil des ans. Sa voix douce contrastait avec la froideur calculatrice que je percevais quand elle pensait que personne ne la regardait. Pierre, aveuglé par l'amour et par la vie confortable que je lui offrais, n'a jamais remarqué comment sa femme me traitait avec une courtoisie forcée lorsque nous étions seuls. Elle trouvait toujours des excuses pour éviter de passer du temps avec moi, préférant les boutiques de luxe de Bordeaux aux promenades traditionnelles dans les vignobles que j'aimais tant partager avec ma famille. C'est lors d'une consultation médicale de routine à l'hôpital Saint-André que j'ai découvert que ma vie touchait à sa fin. L'oncologue, le docteur Dubois, m'a informé avec une délicatesse professionnelle qu'il me restait au maximum 6 mois à vivre. Curieusement, la nouvelle ne m'a pas dévastée comme je l'attendais. Peut-être parce qu'à 72 ans, j'avais déjà vécu une vie pleine et riche d'expériences. Ma plus grande préoccupation n'était pas la mort, mais plutôt le destin de l'héritage qu'Henri et moi avions construit ensemble. Cette nuit-là, assise dans mon bureau avec vue sur les vignobles dorés par le soleil couchant, j'ai pris une décision qui changerait à jamais le destin de notre famille. J'ai appelé Jacques Beaumont, notre avocat de confiance depuis plus de 20 ans, et j'ai fixé un rendez-vous urgent pour discuter de la rédaction de mon testament. Je savais que je devais agir rapidement, mais aussi avec une extrême prudence. La rédaction du testament fut un processus méticuleux qui dura plusieurs semaines. Jacques et moi nous rencontrions toujours le jeudi, dans son bureau rue Sainte-Catherine, loin des oreilles curieuses de ma famille. J'ai divisé mon héritage de manière stratégique. La majeure partie serait destinée à des institutions caritatives et aux employés fidèles qui ont travaillé avec nous pendant des décennies, garantissant que les personnes qui ont réellement contribué à notre succès soient récompensées. Pour Pierre, j'ai laissé une somme suffisante pour une vie confortable, mais pas assez pour soutenir sa négligence des affaires familiales. Ce que je ne m'attendais pas à découvrir, par l'intermédiaire de notre gouvernante Marie, c'est que Céline avait fouillé mon bureau pendant mes absences. Apparemment, elle avait trouvé et caché le document original, croyant qu'elle pourrait manipuler la situation à son avantage après ma mort. La découverte de la trahison de Céline ne m'a pas surprise, mais elle a confirmé mes soupçons les plus profonds quant à son véritable caractère. J'ai alors décidé de mettre en œuvre un plan qui révélerait non seulement son avidité, mais offrirait également une opportunité unique de rédemption pour toute notre famille. Je suis retournée au bureau de Jacques et nous avons élaboré une condition spéciale qui ne serait révélée qu'après ma mort. Une clause qui mettrait à l'épreuve si l'amour véritable pouvait l'emporter sur l'ambition démesurée. Cette condition finale non seulement exposerait les vrais sentiments de chaque membre de la famille, mais offrirait également une chance de reconstruire les liens familiaux basés sur l'honnêteté et le respect mutuel. J'ai gardé cette information absolument secrète, sachant que seul Jacques la révélerait au moment opportun.
Au cours de mes derniers mois de vie, j'ai observé Céline avec un sourire discret, sachant que sa surprise serait mémorable. Le jour de la lecture du testament, 3 mois après ma mort, toute la famille s'est réunie au bureau de Jacques, rue Sainte-Catherine. Céline était particulièrement confiante, croyant avoir éliminé tout obstacle à ses ambitions. Son sourire victorieux a complètement disparu lorsque Jacques a révélé ma condition finale. Tout l'héritage serait donné à des œuvres de bienfaisance, à moins que la personne qui avait caché le testament original ne se présente publiquement, ne demande un pardon sincère et ne démontre un véritable repentir par des actions concrètes de réparation. La pièce est restée dans un silence absolu, tandis que Céline réalisait que j'avais anticipé sa trahison. Pierre, comprenant enfin le vrai caractère de sa femme, a été confronté au choix entre défendre sa cupidité ou reconnaître ses erreurs. Cette révélation a non seulement exposé la vérité, mais a également offert une opportunité unique de croissance et de rédemption pour toute notre famille, testant si l'amour pouvait triompher de l'ambition. Mes derniers mois de vie furent un mélange de mélancolie et de satisfaction silencieuse. Tandis que ma santé se détériorait lentement, j'observais Céline avec un intérêt presque scientifique, notant comment elle intensifiait ses démonstrations de fausse affection chaque fois que Pierre était présent. Elle m'apportait le thé le matin, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, s'enquérait de mon bien-être avec une sollicitude théâtrale que toute personne ayant de l'expérience de la vie aurait pu identifier comme une mise en scène. Pendant les après-midi, quand je me reposais dans le jardin à l'ombre des chênes centenaires, elle s'offrait pour me tenir compagnie, mais toujours avec son téléphone à la main, plus intéressée par ses réseaux sociaux que par nos conversations. Pierre, le pauvre, était complètement aveugle à la performance de sa femme, interprétant chaque geste calculé comme une preuve de son bon cœur. Je savais que ma mort serait accueillie par elle, avec des larmes publiques et un soulagement privé. La gouvernante Marie, qui a travaillé avec nous pendant plus de 20 ans, est devenue ma confidente non déclarée pendant ces jours difficiles. Elle avait observé Céline fouiller mon bureau à plusieurs reprises, toujours quand j'étais en consultation médicale ou au repos. Marie m'a raconté avec sa discrétion caractéristique qu'elle avait vu Céline photographier des documents importants avant de les remettre en place et que, un après-midi précis, elle avait quitté le bureau en emportant une mallette qui n'était jamais revenue. Ces informations ont confirmé mes soupçons et m'ont donné la certitude que ma stratégie finale était non seulement appropriée, mais nécessaire. Marie, toujours fidèle, a promis de garder le secret absolu sur nos conversations, comprenant intuitivement que quelque chose de plus grand était en préparation. Sa loyauté inébranlable durant toutes ces années m'a donné la force d'affronter mes derniers jours avec dignité et détermination. Au cours de mes dernières semaines, j'ai décidé de confronter subtilement Céline à son comportement, non pas pour l'accuser directement, mais pour observer ses réactions. Un après-midi pluvieux d'octobre, alors que nous prenions le thé dans le salon principal, j'ai mentionné au hasard que j'étais en train d'organiser mes documents importants et que j'avais remarqué que certains papiers n'étaient pas à leur place. Ses yeux s'écarquillèrent presque imperceptiblement, mais elle a rapidement repris son expression, suggérant que Marie avait peut-être déplacé quelque chose pendant le nettoyage. Quand j'ai demandé directement si elle avait vu un document légal dans mon bureau, elle a nié avec une fermeté qui révélait exactement le contraire. Ses mains tremblèrent légèrement, tandis qu'elle tenait la tasse de porcelaine, et elle changea de sujet immédiatement, commentant le temps pluvieux et suggérant que je devrais me reposer davantage. Cette petite mise en scène m'a donné la confirmation finale que ma condition spéciale dans le testament serait non seulement appropriée, mais profondément révélatrice. Ma mort est survenue un matin silencieux de novembre, entourée par la famille que j'avais aimée et protégée toute ma vie. Pierre tenait ma main avec des larmes sincères dans les yeux, murmurant des mots d'amour et de gratitude qui m'ont réchauffé le cœur dans mes derniers instants. Céline, placée au pied du lit, pleurait abondamment, mais je pouvais voir à travers ses larmes
l'anxiété mal dissimulée de quelqu'un qui calculait mentalement les prochaines étapes de sa stratégie. Elle tenait fermement la main de Pierre, comme si elle voulait absorber sa douleur pour renforcer sa propre performance. Marie était présente, comme elle l'a toujours été pendant les moments importants de notre famille, ses larmes silencieuses démontrant le deuil sincère de quelqu'un qui avait été plus qu'une employée. Elle avait été une amie fidèle. Lorsque j'ai fermé les yeux pour la dernière fois, j'ai ressenti une paix profonde, sachant que j'avais tout préparé pour que la vérité éclate de manière appropriée. Les jours qui ont suivi mes funérailles furent exactement comme je l'avais prévu. Céline a endossé le rôle de veuve éplorée avec un dévouement digne d'une actrice professionnelle, organisant les cérémonies avec une efficacité impressionnante tout en préparant secrètement le terrain pour prendre le contrôle des affaires familiales. Elle a suggéré à Pierre qu'il devrait y chercher immédiatement mon testament, feignant une préoccupation pour des questions pratiques urgentes. Quand Pierre a mentionné qu'il avait cherché partout sans trouver le document, Céline a proposé d'aider à la recherche, démontrant une détermination qui a surpris même mon fils. Pendant 3 semaines, ils ont fouillé chaque recoin de la propriété, et je pouvais imaginer la nervosité croissante de Céline chaque jour qui passait, sans qu'il ne trouvât le testament qu'elle avait caché. Finalement, Pierre a décidé de contacter Jacques Beaumont, notre avocat, pour éclaircir la situation légale de l'héritage. La réunion au bureau de Jacques fut fixée pour un froid matin de décembre, exactement 1 mois après ma mort. Pierre arriva nerveux, préoccupé par les implications légales de l'absence du testament, tandis que Céline l'accompagnait avec un air de confiance qui masquait à peine son anxiété intérieure. Jacques, toujours professionnel et discret, les reçut dans son bureau élégamment décoré, avec vue sur la cathédrale de Bordeaux. Il expliqua calmement qu'il y avait une 2e copie du testament dans ses archives, information qui fit instantanément pâlir Céline. Quand Jacques commença à lire le document, détaillant mes dispositions pour la charité et les employés, Céline tenta de garder son calme, mais sa respiration devint visiblement irrégulière. C'est alors que Jacques fit une pause dramatique et annonça qu'il y avait une condition spéciale finale que j'avais laissée. Une clause qui ne serait révélée que si certaines circonstances spécifiques se présentaient. Le moment de la vérité était enfin arrivé. Jacques a sorti une enveloppe scellée de son tiroir, un document que j'avais préparé spécifiquement pour ce moment. Sa voix, toujours calme et professionnelle, a résonné dans le bureau tandis qu'il expliquait que j'avais laissé des instructions très spécifiques sur le moment et la manière dont cette condition finale devait être révélée. Pierre s'est penché en avant, sincèrement confus par la complexité de la situation, tandis que Céline tentait de garder une expression neutre, mais ses mains serraient le bras du fauteuil avec une force croissante. Jacques a ouvert l'enveloppe lentement, créant une tension palpable dans l'air, et a commencé à lire « Si mon testament original est retrouvé caché ou détruit par un membre de la famille, l'intégralité de l'héritage sera léguée à des œuvres de bienfaisance, à moins que la personne responsable ne confesse publiquement son acte et ne démontre un repentir sincère par des actions concrètes de réparation. » Le silence qui a suivi était assourdissant, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne sur le mur. Céline a essayé de garder son sang-froid, mais toute couleur avait complètement disparu de son visage. Elle s'est éclaircie la gorge délicatement et a demandé d'une voix légèrement tremblante quel type de preuve serait nécessaire pour prouver une telle accusation. Jacques, suivant mes instructions précises, a expliqué que j'avais laissé des détails spécifiques sur les circonstances, des photographies des documents, des témoins, des actions suspectes, et une description exacte de l'endroit où le testament avait été caché. Pierre a regardé sa femme avec une confusion croissante, commençant à réaliser que quelque chose n'allait pas du tout. Céline a tenté de rire nerveusement, suggérant que j'avais peut-être été paranoïaque dans mes derniers jours, mais sa voix s'est brisée au milieu de la phrase. Jacques a continué à lire, révélant que j'avais inclus une seconde chance,
Si la personne responsable confessait volontairement et démontrait un repentir sincère, une partie de l'héritage serait préservée pour la famille, mais conditionnée à des actions spécifiques de réparation et de croissance personnelle. C'est à ce moment-là que Pierre, comprenant enfin la gravité de la situation, s'est tourné vers Céline et lui a demandé directement si elle savait quelque chose sur le testament disparu. Ses yeux, auparavant remplis d'un amour aveugle, montraient maintenant une clarté douloureuse qui coupait l'air comme une lame. Céline a essayé de détourner le regard, mais Pierre a insisté, sa voix augmentant en volume et en intensité. Elle a balbutié quelques faibles négations. Mais quand Jacques a mentionné que j'avais laissé des instructions spécifiques à Marie pour témoigner d'activités suspectes dans mon bureau, Céline s'est complètement effondrée. Des larmes véritables, différentes de celles qu'elle avait montrées lors de mes funérailles, ont commencé à couler sur son visage. Pierre s'est levé de sa chaise, marchant jusqu'à la fenêtre les mains sur la tête, essayant de digérer la trahison de sa femme et sa propre cécité face aux signes évidents que j'avais tenté de lui montrer pendant des mois. La confession de Céline est venue par vagues brisées de sanglots et de mots entrecoupés. Elle a admis avoir trouvé le testament dans mon bureau lors d'une de ses fouilles secrètes et l'avoir caché dans le grenier de sa maison d'enfance à Lyon, croyant pouvoir manipuler la situation après ma mort. Elle a expliqué, entre deux larmes, que sa motivation n'était pas seulement l'avidité, mais aussi la peur de retourner à la vie de l'imitation financière qu'elle avait connue avant d'épouser Pierre. Jacques a tout écouté avec sa patience professionnelle, prenant des notes détaillées comme il lui avait été demandé. Pierre est resté silencieux pendant toute la confession, absorbant chaque mot comme des coups physiques. Quand Céline a terminé, elle a regardé son mari avec des yeux suppliants, implorant son pardon et promettant d'essayer de corriger ses erreurs. La tension dans le bureau était presque insoutenable, avec 3 vies fondamentalement altérées par les conséquences d'actions motivées par la cupidité et la trahison de la confiance familiale. Jacques expliqua alors les termes exacts de ma condition de rédemption. Céline ne devrait pas seulement rendre le testament original, mais aussi travailler sans rémunération sur la propriété viticole pendant 1 année complète, apprenant réellement le métier qu'elle avait tenté d'hériter sans mérite. De plus, elle devrait participer à des séances de thérapie familiale pour reconstruire la confiance qu'elle avait brisée et contribuer à du travail bénévole dans des institutions caritatives locales. Pierre, en tant que mon fils, devrait décider s'il était prêt à soutenir ce processus de rédemption ou s'il préférait que tout l'héritage soit donné comme spécifié dans le testament original. Ce n'était pas seulement une punition, mais une véritable opportunité de croissance et de transformation pour les deux. Jacques souligna que j'avais conçu ces conditions non par vengeance, mais par amour. Un amour qui croyait en la capacité des gens à changer et à grandir, même après avoir commis de graves erreurs qui avaient ébranlé les fondations de la confiance familiale. Pierre est resté silencieux pendant de longues minutes, assimilant non seulement la trahison de sa femme, mais aussi sa propre responsabilité dans la situation. Il a réalisé qu'il avait été négligent envers les affaires familiales, me laissant toute la responsabilité pendant qu'il profitait des privilèges sans assumer les obligations. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse mais ferme. Il était prêt à donner une chance à la rédemption, mais seulement si Céline démontrait un engagement réel envers le changement. Céline, humiliée mais désespérée de sauver son mariage et sa position dans la famille, a accepté toutes les conditions sans hésitation. Jacques a alors révélé la dernière partie de ma stratégie. Si tous deux respectaient fidèlement les termes pendant 1 année complète, ils hériteraient non seulement d'une portion significative de la propriété, mais aussi de mon respect posthume et de la possibilité de reconstruire véritablement notre famille sur des bases honnêtes et solides. C'était ma dernière leçon sur la valeur du travail, de l'honnêteté et de la seconde chance lorsqu'elle est accompagnée d'un repentir sincère. Les jours qui ont suivi la révélation au bureau de Jacques
ont été marqués par une tension palpable, mais aussi par une détermination renouvelée que je n'avais jamais vue au sein de ma famille. Pierre et Céline se sont immédiatement rendus à Lyon pour récupérer le testament original, un voyage de 4 heures qui est devenu une opportunité forcée de dialogue honnête entre eux. Quand ils sont revenus avec le document intact, j'ai pu imaginer le soulagement de Jacques en vérifiant que tout était en ordre. Céline avait rempli la première partie de sa rédemption, mais le véritable test ne faisait que commencer. Marie m'a raconté plus tard, lors de ses visites à ma tombe, que Céline était rentrée à la maison les yeux rouges d'avoir pleuré, mais avec une expression déterminée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si ma belle-fille avait enfin compris la gravité de ses actions et les conséquences qu'elle avait failli entraîner pour toute notre famille. Le premier jour de travail de Céline sur la propriété viticole fut un spectacle que j'aurais adoré voir. Elle est arrivée à 6 heures du matin, comme l'avait demandé Pierre, vêtue de vêtements simples et de chaussures adaptées pour travailler la terre qu'elle avait tenté d'hériter sans la comprendre. Jacques avait laissé des instructions spécifiques basées sur mes directives. Elle devait apprendre chaque aspect de l'entreprise, de la culture des raisins à la gestion financière, en travaillant côte à côte avec nos employés les plus expérimentés. Au cours des premières semaines, ses mains délicates se sont couvertes de callosité. Son dos lui faisait mal à force de longues heures courbées sur les vignes, et elle a découvert la différence entre feindre l'intérêt et réellement comprendre la complexité de notre travail. Pierre observait tout avec un mélange d'admiration et de scepticisme, digérant encore la trahison, mais reconnaissant l'effort sincère que sa femme démontrait pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Marie est devenue une mentor inattendue pour Céline durant cette période de transformation. La gouvernante, initialement sceptique quant aux intentions de sa belle-fille, a progressivement commencé à reconnaître des changements authentiques dans son comportement et son attitude. Céline a commencé à arriver plus tôt et à partir plus tard que nécessaire, posant des questions sincères sur les traditions familiales et les histoires derrière chaque étiquette de vin que nous produisions. Elle a appris les difficultés qu'Henri et moi avions rencontrées pendant les premières années, les nuits blanches pendant les vendanges, les sacrifices que nous avions faits pour bâtir notre réputation sur le marché international. Pour la première fois, Céline a compris que notre richesse n'était pas un droit, mais le résultat de décennies de travail acharné, de dévouement et d'amour pour la terre. Marie a observé comment Céline a commencé à traiter les employés avec un respect sincère, apprenant leurs noms, leurs histoires personnelles et reconnaissant leur contribution essentielle au succès de la propriété. Les séances de thérapie familiale, organisées chaque semaine avec le docteur Rousseau à Bordeaux, sont devenues un espace de guérison profonde et de communication honnête. Pierre a finalement exprimé sa douleur face à la trahison, mais a également reconnu sa propre négligence et son irresponsabilité vis-à-vis des affaires familiales. Céline, quant à elle, a réussi à articuler ses peurs concernant la sécurité financière et son éducation lacunaire sur la valeur du travail et de l'honnêteté. Le docteur Rousseau les a guidés à travers des exercices de reconstruction de la confiance, les aidant à établir de nouvelles bases pour leurs relations, fondées sur la transparence et le respect mutuel. Au cours de ces séances, Pierre a découvert des aspects de la personnalité de Céline qu'il avait négligés, tandis qu'elle a appris à valoriser des qualités chez son mari qui allaient au-delà de sa situation financière. C'était exactement le type de croissance que j'avais espéré en concevant les conditions de rédemption dans mon testament. Le travail bénévole de Céline à l'hôpital local et à l'orphelinat Saint-Vincent a révélé une capacité d'empathie qu'elle avait refoulée pendant des années de concentration exclusive sur ses avantages personnels. Elle a commencé à consacrer ses après-midi du dimanche à aider les enfants défavorisés avec leurs devoirs et à lire des histoires aux personnes âgées solitaires. Ces expériences l'ont exposée à la réalité de personnes confrontées à de véritables difficultés, bien au-delà de ses préoccupations superficielles concernant le statut social
et le luxe matériel. Pierre l'a accompagné à plusieurs reprises, redécouvrant sa propre capacité de contribution sociale et réalisant à quel point sa vie privilégiée avait créé une bulle d'insensibilité à la souffrance d'autrui. Ensemble, ils ont commencé à planifier des moyens d'utiliser une partie de leur futur héritage pour établir des programmes permanents de soutien à la communauté locale. C'était gratifiant, même au-delà de la mort, de savoir que ma stratégie produisait non seulement du repentir, mais une véritable transformation du caractère et des valeurs. À la fin de l'année de probation, Jacques a organisé une dernière réunion pour évaluer le respect des conditions que j'avais établies. Marie, le docteur Rousseau et plusieurs employés de la propriété ont été appelés à témoigner des changements observés chez Céline et Pierre. Les témoignages ont été unanimes. Tous deux avaient non seulement rempli les exigences techniques, mais s'étaient transformés en des personnes véritablement meilleures. Céline était devenue une gérante compétente et respectée, connaissant chaque aspect de l'entreprise viticole et reconnue par les employés comme quelqu'un qui se souciait réellement du bien-être de tous. Pierre avait assumé des responsabilités qu'il avait négligées pendant des années, démontrant leadership et vision pour l'avenir de l'entreprise. Jacques a alors révélé ma dernière surprise. En plus de l'héritage conditionnel, j'avais laissé des lettres personnelles pour chacun d'eux, expliquant que ma stratégie avait été motivée non par la colère, mais par un amour profond et la foi en leur capacité de croissance. Ma véritable victoire n'a pas été d'exposer la cupidité, mais de catalyser la transformation d'une famille fragmentée en une unité véritablement aimante et responsable.